Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle soirée du cercle WB, winebusiness.club. Notre conférence du jour est parrainée par le groupe Affaires et a pour thème épargne et assurance vie, quels sont les grands enjeux en France? Pour en débattre, deux personnalités, Gérard Beckerman, qui est le président de l'Affaire, et Jean-Marc Sylvestre, qu'on ne présente plus non plus, journaliste émérite et également auteur. On commence tout de suite par Gérard Beckerman qui va nous présenter le groupe Affaires. C'est une association à but non lucratif qui a aujourd'hui près de 800 000 adhérents. C'est pas une banque, c'est pas une compagnie d'assurance, c'est un peu mieux. C'est une association qui représente quand même une épargne de 60 milliards d'euros aujourd'hui. Et l'objectif, c'est de défendre la qualité du service, la meilleure rémunération, l'une des meilleures en France, comme nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer, tous les profits servent à rémunérer le contrat d'assurance vie. Donc c'est ça l'affaire. Et on dit que c'est un peu le baromètre justement de la santé financière, des résultats, parce que les performances étaient bonnes l'an passé. Hein. Oui, les performances avec les taux servis par les États aujourd'hui, c'est difficile d'avoir du 3, 4 ou 5%, bien entendu, quoique ça pourrait changer dans les prochains mois. Mais ce n'est pas ce qu'on a vécu ces dernières années. Et l'assurance vie, c'est quand même l'un des placements préférés des Français. Quand on a la chance de pouvoir épargner, eh bien, cela représente 40% du flux de nouvelle épargne chaque année, voyez-vous. Donc, et c'est un encours considérable, 1900 milliards d'euros, c'est-à-dire 85% du PIB de la France. Donc c'est un trésor national. Et puis ce n'est pas un produit de classe. J'entendais le mot de Marx tout à l'heure. Ce n'est pas un produit de classe, c'est un produit très populaire, l'assurance vie. Il y a 20 millions de Français qui détiennent un contrat d'assurance vie, qui ont désigné 35 millions de Français qui sont bénéficiaires du contrat. Donc c'est ça le rôle de l'affaire, tout faire pour défendre le statut juridique et fiscal de l'assurance vie en France. Qui est client de l'affaire, là, juste pour voir? Sois pas timide, hein, vous avez des super rendements. 3. C'est pas mal, tu as encore un taux de croissance potentiel, là, tu as encore un peu de travail. C'est bien, Gérard, tu fais. Est-ce que je peux demander à ces 3 adhérents de bien voter à l'Assemblée générale qui a lieu le 27 ou 28 juin? Ça sera fait, ça sera fait. Alors, avant de revenir sur l'épargne, on parle d'autres sujets, en tout cas. Si je vous dis un ministre, est-ce qu'il a pour mission de rendre les gens heureux? Tu en penses quoi, Gérard, et tu en penses quoi, Jean-Marc? Un ministre a-t-il pour mission, pour volonté, doit-il ou peut-il rendre les gens heureux? D'abord, je dois dire, avant de donner la parole, c'est le titre d'un article qu'a fait Gérard Beckerman pour une association que je connais bien parce que j'en ai fait partie, puis je dois encore en faire partie, et dont il a été le président, qui est l'association des docteurs en sciences économiques français. Hein, c'est exactement ça. Oui. Et cet article traite effectivement de cette question, est-ce qu'un ministre a pour mission de rendre les gens heureux? Et je vous assure, je vous renvoie au papier, parce que c'est dans la revue de l'association, mais c'est aussi sur un certain nombre de sites, dont celui auquel je participe, Atlantico, ou dans des blogs que j'ai. Voilà. Écoutez, alors, c'est quoi l'idée? L'idée, je dévoile pas. Le concept, c'est le suivant. D'abord, cet article récent, j'avais rencontré il y a 2-3 ans, en Normandie, à Trouville, un restaurant, Les Vapeurs, un grand cinéaste, Claude Lanzmann, l'auteur du merveilleux film, notamment de la Shoah. Et Claude Lanzmann, que je connaissais bien, me dit « Vous, les économistes, vous nous cassez les pieds, vous n'abordez que des sujets théoriques, mathématiques, et on ne comprend rien. » Et je dis, Claude, je te promets, je vais réfléchir à un sujet qui va te passionner. Après tout, est-ce qu'un ministre peut rendre les gens heureux? Et avant de lui poser cette question, je lui dis quelle était la référence, je dirais, théorique et mathématique de cette formulation. Et la formulation, c'était tout simplement ma thèse que j'avais faite du temps d'un certain Raymond Barre. D'ailleurs, j'avais eu la mention très bien parce qu'il s'était endormi pendant la soutenance. Ne répétez pas, ça reste entre nous. Oh, ça va, et c'était l'indétermination mathématique des fonctions d'utilité collective. Et j'avais raconté ça à ma mère qui me dit « Ne me casse pas les pieds, je suis en train de préparer une
fabuleuse tarte aux oignons. D'ailleurs, c'est ma mère, et j'espère qu'il pourra nous entendre, vous pourrez lui répéter tout à l'heure, qui a briefé, ma mère était une merveilleuse cuisinière, qui a briefé le cuisinier en chef du Bristol, aidez-moi, Thierry Faucheron, Éric Fréchon. Éric Fréchon. Thierry Fréchon est l'élève de Dora Beckerman, si je puis dire, il le reconnaîtra lui-même tout à l'heure. Et ma mère me dit, je ne comprends rien à tes fonctions mathématiques, de quoi s'agit-il? Je lui dis, mais voilà, maman, est-ce qu'un ministre, quand il est dans son bureau le soir, est capable, comme c'est le cas à Bercy, est-ce qu'il est capable de prendre une décision qui reflète l'intérêt général? C'est ça la problématique. Et j'ai voulu vulgariser cette réflexion, cette thèse, et dans un article, un ministre peut-il rendre les gens heureux? Le premier réflexe que j'ai eu, après l'avoir adressé à Jean-Marc, c'était de l'adresser à notre ministre, Bruno Le Maire, et à d'autres ministres que je peux connaître, et j'attends leur réponse. L'idée, c'est quoi? À Bercy, le soir, quand il doit prendre une décision, le ministre est un homme travaillé par les contraintes, par les paramètres, par les aspirations, les utilités, les revendications des uns et des autres. Or, nos auteurs les plus illustres depuis le XVIIIe et XVIIe siècle, comme La Rochefoucauld, comme Bentham, avaient beaucoup de mal à concevoir une notion d'intérêt général. Parce qu'ils disaient l'utilité d'un individu qui préfère aller faire du ski, il n'y avait pas de ski à l'époque, mais on transpose aujourd'hui, peut ne pas être comparable avec l'utilité de quelqu'un qui préfère aller au soleil. Et donc, quand on veut agréger les satisfactions de tous les Français, eh bien, c'est extrêmement difficile d'aboutir à un concept qui soit significatif. Donc, on a mathématisé sur l'indétermination de la comparaison des utilités, le jour, la nuit, le steak, le poisson, les utilités que ressentent les individus avec le système de prix. Et donc, on aboutit à une indétermination, non seulement parce qu'on ne peut pas comparer ce qui est bien pour une personne par rapport aux autres personnes, et comme on ne peut pas comparer, on ne peut pas agréger ces utilités dans un concept de bien-être collectif. Et donc, un ministre, il est acculé. Il est acculé parce qu'il est dans l'indécision permanente, l'approximation, la relativité, l'aléa, l'incertitude. Et c'est ça, finalement, la vie d'un ministre. Et quand je vois tous ces ministres qui ne le sont pas encore, mais qui font tout pour le devenir, parmi les députés, eh bien, je leur dis « good luck », bonne chance. C'est une mission qui, je dirais malencontreusement, a été beaucoup trop critiquée. Les ministres, la plupart des ministres que j'ai pu connaître sont des gens dévoués, sont des gens qui travaillent énormément, beaucoup plus que 35 heures par semaine, qui ont cette intuition de l'intérêt collectif, mais pas de manière objective. Et c'est ça que j'ai voulu démontrer dans cet article, le caractère approximatif et relatif. Et comme on est dans un monde où il n'y a plus de référent universel, où l'intérêt de sa personne prime sur l'intérêt collectif, on arrive à une montée extraordinaire des contestations, des radicalités, des idéologies, du wokisme et de je ne sais quoi. Et c'est cette perte du dénominateur commun des valeurs universelles qui fait qu'on est dans un monde de plus en plus difficile, de plus en plus troublé, et nous essayons de trouver les solutions les mieux adaptées. Voilà le sens du papier. Et toi, Gérard, on te propose d'être ministre demain matin, ou mettons lundi prochain, tu dis oui ou non? Pour répondre, il faut deux conditions. Un, le vouloir. Deux, être voulu. Mais on s'en fout de ça. À ce jour... En tout cas, t'es bien pour bien répondre en langue de bois. Alors allons-y. Donc, demain, on te propose, tu dis oui ou tu dis non? C'est presque une question de journaliste, ça. Bah oui, c'est bizarre. Eh bien, parmi les candidats à la présidentielle, il y en a un que je connais très personnellement, et s'il avait été élu par tous les Français, je lui avais dit... Voilà, je vous le dis, hein, c'est Xavier Bertrand. Je lui dis, Xavier, voilà, si tu veux, je prends la culture le matin et pour le prix de 1, tu me donnes 2 portefeuilles, je prends Bercy l'après-midi et la culture le matin. Ça s'est passé comme ça. Mais ce n'était pas Xavier Bertrand qui a été élu. Je ne l'ai pas demandé au président, qui m'a reçu plusieurs fois à l'Élysée.
je crois que la question ne se pose pas. Oui, t'es pas une femme en plus. Non, je plaisante. Alors, Jean-Marc, Oui. l'économie mondiale post-crise sanitaire. Tu as 3 heures. 3. Non, mais c'est presque une question de cours, c'est presque une question de doctorat. La situation, à mon avis, est plus mauvaise que ce qu'on pensait qu'elle serait il y a, disons, 4-5 mois. Mais je crois qu'elle est meilleure quand même que ce que la plupart des hommes politiques ou même beaucoup d'économistes affirment. Elle est meilleure parce que meilleure que plus que ce qu'on affirme parce que le pays est étonnamment résilient. Les pays sont étonnamment résilients. Alors pas tous, mais je m'aperçois que les pays occidentaux, les grandes démocraties occidentales, les vieux pays, sont assez résilients en la matière. Alors, ils ont un patrimoine technologique, technique pour y répondre, mais ils sont résilients. On a bien vu ce qui s'est passé pendant le Covid. La bourse n'a pas bougé. Elle bouge aujourd'hui, mais pour d'autres raisons. La crise sanitaire n'a pas fait peur aux investisseurs, ni aux entreprises, ni on a traversé la crise sanitaire sans détruire les actifs. Et ça, c'est unique de façon historique, c'est que c'est la première grande crise mondiale qui ne détruit pas d'actifs. Pas d'actifs industriels, pas d'actifs intellectuels, pas d'actifs humains, pas trop, y compris de force de travail, puisqu'on n'a pas détruit les contrats de travail. Ce qui fait que dès que la crise sanitaire a été écartée, dès qu'on a trouvé une espèce de rempart au virus par le biais des vaccins, eh ben, tout est reparti, et c'est reparti très très vite. Et l'année 2021 qu'on a passée a été une année euphorique. Les années 20. Ça a été les années 20, ou alors le lendemain de la libération, dans les années 45-46. Ces années-là, moi, je pensais que ça allait pouvoir durer beaucoup plus que ça a duré. Alors, contrairement à ce qu'on a prédit, il n'y a pas eu de catastrophe économique. Hein. Moi, je me souviens m'être battu avec mes confrères qui prédisaient des vagues de licenciements, des vagues de faillites. C'était en 2019. Vraiment, ils ont fait le commerce de la peur. Et on a utilisé la peur pour gérer. Parce que dès que le virus a été un peu maîtrisé, c'est reparti. Alors, l'effet de rattrapage, c'est vrai qu'il y en a eu, et ça explique les 7, 8, 9, 10% de croissance qu'il y a eu un peu partout dans le monde occidental. Mais il y a eu aussi des effets d'investissement, il y a eu une adaptation liée au digital qui a été accélérée. Le scénario qui avait été écrit par Jean Tirole et Olivier Blanchard, Jean Tirole qui est un des prix Nobel absolument extraordinaire français, Olivier Blanchard qui est l'ancien économiste du FMI, avait été commandité, et ça c'était un peu confidentiel tout ça, parce qu'ils n'en ont pas fait de publicité, ils ne sont pas allés sur les plateaux de télé, il avait été commandité par l'Élysée pour faire un rapport, pour savoir au moment du confinement, qu'est-ce qu'on fait. Et Jean Tirole et Blanchard avaient fait un rapport, filtrer un certain nombre d'éléments en disant mettez le paquet sur quoi qu'il en coûte, aidez un maximum, l'endettement on s'en occupera après, mais ce qu'il faut c'est de ne pas détruire d'actifs. Et il a été suivi, ils ont été suivis tous les deux dans la plupart des pays, dans la plupart des grands pays occidentaux. Et le scénario qu'avait décrit Jean Tirole, Olivier Blanchard, à la demande du président de la République, c'est un scénario qui s'est réalisé et qui décrivait à l'époque ce qui s'est passé. Alors, certains nous expliquent aujourd'hui que effectivement tout ça a provoqué un endettement considérable. C'est vrai que le système a été beaucoup aidé, que l'on a arrosé beaucoup le secteur, mais la situation l'imposait. Et je crois, et ça Tirole le disait, que la conjoncture le permettait. Parce que les emprunts étaient à taux zéro depuis une quinzaine d'années, ou presque. Et ce aurait été une faute que de ne pas emprunter quand on est chef d'entreprise à ce prix-là. Et ce sont des emprunts qui ont été contractés, il y en a un paquet, mais à taux zéro. Et avec leur maturité, ils vont encore nous servir pendant 15 ans. Et puis, je crois qu'il y avait une garantie de l'Union européenne qui a joué beaucoup, notamment la mutualisation d'un certain nombre d'emprunts. Pour la première fois, l'Allemagne a accepté de mutualiser. Et puis, il existait aussi, et ce n'est pas... Gérard qui me contredira, une capacité d'épargne colossale
à la fois dans les entreprises, parce qu'elles en ont gardé beaucoup, et puis chez les particuliers. Et quand on regarde en fait le total de l'épargne liquide, disponible, réalisable immédiatement, on s'aperçoit, je ne parle pas du tout de l'épargne investie dans l'assurance vie, hein, mais si on parle de l'épargne investie dans l'assurance vie, ça ne fait que décupler le système de garantie. Mais cette épargne liquide, compte courant, épargne livret A, livret B, tout ça, on arrive finalement, on s'aperçoit que c'est à peu près le montant de ce qu'on a emprunté pour financer le quoi qu'il en coûte. Donc il faut... Là, c'est une garantie forte. La garantie en dernier ressort de l'emprunteur, c'est l'État. Et la garantie de l'État, c'est le contribuable. Nous sommes un pays où les contribuables se comportent relativement assez bien. Donc la situation là je parle de la situation française un peu, n'était pas... Bon, alors, le problème, c'est que est arrivée la guerre en Ukraine, qui a cassé un peu partout cette capacité de rebond. Hein. La guerre, d'une part, qui a cassé les envies des investisseurs, qui a cassé les importations, qui a cassé des courants commerciaux, les sanctions, qui sont relativement efficaces, pas forcément pour la Russie, mais qui sont préjudiciables également, principalement aussi au monde occidental. Derrière ces sanctions, on a une inflation qui s'est infiltrée subrepticement, et puis de plus en plus présentement dans le corps des économies mondiales. Et ça fait que le système mondial est aujourd'hui en ralentissement. C'est-à-dire qu'on est passé d'une croissance forte, 5-6%, à une croissance aujourd'hui, versus FMI, on doit être à 2% pour 2022. J'espère qu'on les fera, mais c'est pas, la croissance mondiale est très ralentie. J'ajoute à ça, puisque on est toujours sur les mondiales, qu'on est en train de changer de paradigme. Hein, on est en train de s'apercevoir que le grand phénomène de la mondialisation, sur lequel on avait mis énormément d'espoir, qui a démarré dans les années 2000, ou qui s'est accéléré à partir des années 2000, eh bien, ce phénomène de démondialisation provoque un certain nombre de dysfonctionnements. Les chaînes de valeur sont trop interpénétrées, ce qui fait que quand il y a un maillon qui casse, ben, toute la chaîne souffre. Quand il y a une usine qui ferme à Shanghai, ben, vous avez des magasins qui se vident à San Francisco ou à Paris. Donc ça, ce phénomène-là, on s'est aperçu qu'il fallait éventuellement y remédier. Et c'est ce que, sans doute, on est en train de faire. On ajoute à ça une dimension morale. Et ça, c'est nouveau. Je ne sais pas si Gérard sera d'accord avec moi, mais je trouve que de plus en plus, il s'est installé dans le milieu des investisseurs, comme dans le milieu des chefs d'entreprise, l'idée qu'on ne pouvait sans doute pas espérer travailler avec des pays ou des marchés qui ne respectaient pas les valeurs de la liberté individuelle ou de la démocratie. Voilà. Et ça, c'est une tendance profonde. Premier point. Deuxième point, les investisseurs, les financiers comme les chefs d'entreprise ont pris conscience que la révolution écologique, la mutation énergétique et tout ça, ce n'était pas une plaisanterie, ce n'était pas du marketing et qu'il fallait vraiment y travailler. Gérard, avant de zoomer sur la France, un commentaire peut-être sur ta vision au niveau économique mondial ? L'économiste, il est assez compétent pour réfléchir sur ce qui s'est passé. Il est très désarmé pour anticiper. On n'a pas de modèle solide qui nous permettrait de dire le Dow Jones, le CAC 40 sera à temps à la Noël. On ne peut plus. La prévision, c'est devenu un exercice extrêmement aléatoire. Ce qu'on voit aujourd'hui, Jean-Marc a pratiquement tout dit. Le grand danger, ce sera le retour de l'inflation et la hausse des taux longs. On y est. Aujourd'hui, l'emprunt à 10 ans aux États-Unis est supérieur à 3,50. L'inflation atteint des niveaux qui rappellent les tendances du début des années 80. Donc c'est un nouveau contexte, et dans ce contexte, la problématique du pouvoir d'achat, qui est un enjeu de société, le pouvoir d'achat du salaire,
le pouvoir d'achat des prestations sociales, notamment les pensions de retraite, et le pouvoir d'achat de l'épargne. Il y a une décorrélation entre la hausse des taux longs et l'inflation. L'inflation a été beaucoup plus vive que la hausse des taux. Regardez la misère de la rémunération du livret. Et regardez aussi la misère de la rémunération de l'épargne en France aujourd'hui. Je pense que c'est une question de démocratie financière, que les pouvoirs publics fassent tout pour que les Français, car l'épargne c'est une chance. Des millions de Français ne peuvent pas épargner parce qu'ils consomment tous leurs revenus. Et parfois même, ils sont obligés de solliciter des crédits pour consommer. Et donc, comme l'épargne est une chance, il faut que cette chance elle soit respectée parce qu'elle traduit, je relisais par hasard l'article épargne dans l'encyclopédie de Diderot. Et c'est très intéressant les termes qui sont utilisés par cet économiste, M. Faguet ou de Faguet, un nom comme cela, que Diderot avait sollicité pour définir l'épargne. Il dit que l'épargne, c'est un sacrifice. Et c'est très intéressant cette notion de sacrifice, c'est-à-dire c'est un renoncement à ce que nous pourrions avoir si nous n'épargnions pas. C'est ça l'épargne. Et donc c'est un instinct, je dirais, existentiel, l'épargne. Comme les politiques, en dépit de leur bonne volonté, ne sont plus capables de nous donner satisfaction, on est obligé de s'organiser soi-même pour la santé, d'où les cliniques par rapport aux hôpitaux. C'est bien, c'est une bonne évolution, je trouve. Oui, mais ce n'est pas bien quand on est un responsable politique parce que la très grande majorité des citoyens n'a pas l'épargne et n'a pas les moyens de s'organiser de cette manière. Évidemment, c'est bien. Évidemment, c'est bien que d'aller dans des premières écoles privées pour nos enfants ou nos petits-enfants. D'accord. Donc, on voit un très grand nombre de, je dirais, de fonctions quasi régaliennes où l'État est défaillant. La santé, l'éducation, la sécurité, la police et bien d'autres domaines. Et il y a eu un transfert de responsabilité vers l'individu qui doit affronter toutes ces nouvelles contraintes et tous ces aléas. Et je pense que la mission première d'un ministre serait de prendre conscience de ce transfert, de généraliser l'accès à ces services privés, non pas pour contester le public, mais pour faire en sorte qu'il se porte mieux pour un plus grand nombre de concitoyens. Donc, le risque aujourd'hui est que cette épargne souffrant d'une baisse considérable de pouvoir d'achat, eh bien, se réoriente sous forme d'une thésaurisation qui, quelle que soit la rémunération, ne peut pas servir à grand-chose. Et moi, je constate aujourd'hui, tu as un peu évoqué le sujet quand tu parlais de morale, en faisant référence à l'écologie, en faisant référence à la gouvernance, au socialement responsable, aux conditions de travail à l'étranger. Aux conditions de travail, la pénibilité. Moi, je suis frappé de voir que l'ensemble des actifs, les actifs financiers aujourd'hui, eh bien, leur gestion, elle n'est plus ce qu'elle était jadis où on s'exentait de toute contrainte morale, pour reprendre ton expression. Et regardez ce qui se passe dans les comités de gestion. Moi, je préside le comité de gestion à l'affaire et à Viva. Et quelles sont les problématiques? Et c'est nouveau. C'est nouveau depuis une dizaine d'années. On n'investit plus dans ce qui pollue, transition écologique. On n'investit plus dans des sociétés qui pourraient ne pas respecter la parité. Est-ce qu'il y a suffisamment de femmes dans ce conseil d'administration? Est-ce que la population féminine est équivalente à la population masculine? C'est-à-dire, on attribue à des méthodes de gestion traditionnelles des critères très modernes
que tu appelles moraux, c'est peut-être ça, la morale. En tout cas, ce n'est pas très éloigné de la morale. La gouvernance, la parité, le socialement responsable. Et en un certain sens, c'est vertueux, je vous le dis. C'est vertueux, mais il faut que ça reste à sa place. Il ne faut pas que ça dépasse les valeurs traditionnelles. Et ce que nous faisons aujourd'hui, et c'est la devise que j'ai essayé de faire passer, c'est qu'une belle action peut être une bonne affaire. A2F A-I-R-E. Monsieur. Une belle action... Même avant l'apéro, ça marche bien. Non, une belle action peut être une bonne affaire. On n'a pas à rougir que de devoir intégrer ces nouvelles finalités quand on gère une épargne financière qui représente 6 000 milliards d'euros aujourd'hui, plus les 5 000 milliards d'investissements fonciers. En fait, c'est ça l'épargne. L'épargne, c'est 11 000 milliards, c'est-à-dire 3 fois et demi le PIB de la France, 4 fois le PIB de la France. C'est ça l'épargne. Cette épargne, elle est le fruit d'une accumulation de flux au cours des années, des décennies, et parfois, quand il y a des héritages des siècles passés. Et donc, l'une des questions qui va se poser maintenant, que faire avec cette masse d'argent pour les individus qui en sont les détenteurs? Un candidat déchu à la présidentielle envisageait de tout prendre au-delà de 12 millions d'euros. Mais c'est une problématique. Il faut réfléchir à cette utilisation pour mobiliser une épargne. Et ce sera l'un des principaux défis. Alors, un peu plus, un peu moins d'inflation, un peu plus, un peu moins de taux d'intérêt, un peu plus ou un peu moins de productivité, de compétitivité, ça c'est un langage d'économiste qui est sain et nous avons des solutions. Mais je crois qu'il faut penser au-delà de tout ça et voir les conséquences d'une conséquence, c'est-à-dire voir plus loin, avoir les yeux ouverts en ne faisant pas d'idéologie, en n'ayant pas de doctrinaire. Moi je me souviens, j'avais commencé ma carrière comme assistant d'un... Monsieur Aron. Voilà, je ne voulais pas dire son nom, mais puisque tu le dis, de Raymond Aron, et il m'avait dit, tu verras Gérard, dans la vie, quand alors, le socialisme en 1983, ce n'est pas les socialistes d'aujourd'hui, hein. C'était un parti difficile, idéologue, doctrinaire, et qui avait fait alliance avec les communistes. C'était un parti de doctrine qu'on peut respecter. Et il me disait, tu verras Gérard, quand un socialiste doute, il ne l'est déjà plus, mais quand un libéral doute, il l'est encore plus. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, dans la conduite de nos actions, je pense qu'un économiste devrait être un peu plus qu'un économiste, surtout quand il travaille à Bercy, et avoir une vision, une stratégie. Et je pense que le premier critère, c'est le bonheur des individus, la citoyenneté, l'adhésion à des valeurs communes, un plus grand dénominateur possible pour mettre fin à cet empire, cette emprise, cet empire des relativités qui font qu'on ne peut plus conduire une politique économique dans le temps. Jean-Marc, l'économie française, comment se porte notre économie là, chez nous là, tout va bien? Non, on ne peut pas dire que tout aille bien. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va plutôt mieux que ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on croit. Mais ça va quand même beaucoup moins bien que ce que l'on voudrait. Mais les défaillances d'entreprise, c'est sous percussion quand même, Jean-Marc. Oui. Enfin, pour l'opinion publique, et je rebondis sur ce que vient de dire Gérard Beckerman, parce que je trouve qu'il a touché le point essentiel à la fin. Si je veux rebondir là-dessus, je dirais qu'il y a il y a deux phénomènes qu'on ne mesure pas bien. C'est la différence entre le réel et le ressenti.
vous avez une réalité de l'économie, telle que les économistes peuvent l'analyser, ainsi de suite, et vous avez un ressenti du phénomène économique. Et ce ressenti de l'effet économique, il est souvent, très négatif par rapport au réel. Ce qui explique finalement des mouvements d'inquiétude, des mouvements sociaux, des mouvements. J'ajoute à cela que la classe politique alimente ce décalage, parce que la classe politique fait son commerce sur le ressenti et non pas sur la réalité. Alors comme cette réalité, en plus, n'est absolument pas apprise à l'école, parce qu'à l'école ne parle pas de ça, on parle d'autres choses à l'école, plein de trucs, mais pas d'économie ou pas de choses qui concernent la vie quotidienne. On a un vrai problème structurel de ce point de vue-là. Le deuxième point sur lequel je voudrais rebondir là-dessus, c'est que un des problèmes auxquels sont confrontés les responsables politiques ou économiques, c'est qu'ils sont confrontés en permanence à faire un arbitrage entre le court terme et le long terme. Tu fais de l'épargne et tu es sur le long terme. Et heureusement qu'il y a des institutions, quand elles investissent sur le long terme. Un homme politique, il n'investit pas beaucoup plus loin que disons, la durée du prochain sondage, quoi, ou son mandat. Donc il doit faire de façon assez vite un certain nombre de choses pour, comme tu le disais tout à l'heure, faire le bonheur des gens. Et je terminerai là-dessus, et je reviendrai sur un point de ton exposé sur lequel je ne suis absolument pas d'accord, c'est sur le début de son exposé. C'est que cette épargne complètement massive, importante, elle est quand même absorbée pour l'essentiel dans le financement des dépenses de l'État. Quand on sait que ces dépenses de l'État, aujourd'hui, représentent à peu près 60% du PIB, on ne peut pas dire que l'on soit aujourd'hui avec 60% de dépenses de fonctionnement. On n'est pas serein. Ce ne sont pas des dépenses d'investissement, ce sont des dépenses de fonctionnement. C'est-à-dire l'électricité, les salaires, les fonctionnaires, etc. Pour une machine administrative qui ne donne pas satisfaction. C'est-à-dire que dans n'importe quelle entreprise, si on fonctionnait comme fonctionne l'hôpital public ou comme fonctionne l'éducation nationale, ben ça fait longtemps que le président et le staff seraient virés par les actionnaires. Et l'entreprise en dépôt de bilan. Et l'entreprise en dépôt de bilan. Donc cette épargne-là, elle sert principalement à des dépenses de fonctionnement. Donc, chose que très habilement et de façon très habile et très intelligente, tu as dit, il faudrait peut-être commencer par réfléchir à essayer de baisser ou du moins de stabiliser les dépenses publiques. Gérard, droit de réponse. C'est à croire que l'ADN de l'organisme d'un politique est différent d'une autre. Parce que quand une réalité est mauvaise, un citoyen, il a le ressenti qui est mal. Et quand une situation est mauvaise, qu'est-ce que ressent le politique ? C'est qu'elle n'est pas si mal. C'est-à-dire, il y a dans le discours politique une extrémisation dans un intérêt du bien quand on est au pouvoir, et à l'inverse, dans l'opposition, ce serait le contraire. C'est-à-dire, dans l'opposition, que la situation soit bonne ou mauvaise, de toute façon, le ressenti est mal. Et donc, il faut faire très attention au discours sur la réalité. Et en fait, l'idéologie, elle a une part débordante qu'il faut absolument neutraliser pour observer, je dirais, en bon paysan. On avait un grand courant de pensée en économie, on appelait ça les physiocrates. Les physiocrates, c'était Dr Quesnay, Mirabeau, Mercier de la Rivière, etc. Les mêmes profs. Exactement. Raymond Barre. Alain Cotin. Alain. Ma thèse a été faite avec Alain Cotin. C'est vrai, à Dauphine alors. Après, oui, à Dauphine. Très très bien. C'est très bien cette discussion entre soi. Non, il est très. Non, mais nous sommes là aussi. Nous sommes là. On est normands tous là. Mais donc, oui, il y en a même d'autres. Raymond Barre a été le grand professeur d'économie de la faculté de Caen. Oui, il a commencé. Et il avait comme assistant Alain Cotin. Exactement. C'était des grands maîtres de l'économie politique. Sujet, là, Alors, il y a quand même la question des dettes publiques.
avec des taux qui allaient vers zéro et parfois en dessous de zéro, le service de la dette dans le budget de l'État était une masse qu'on contrôlait. Avant que les taux ne convergent vers zéro, ça représentait à peu près 35 milliards d'euros par an. Mais avec les taux qui dépassent aujourd'hui 1,5, 1,80 ou 2%, le service de la dette risque de représenter à nouveau un budget supérieur aux 45 ou 50 milliards, c'est-à-dire pratiquement le budget de l'éducation ou celui des armées. Donc là, il y a danger. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce diagnostic parce que le service de l'État et le service de la dette est totalement compatible à deux conditions. La première, c'est qu'on stabilise complètement. La première, c'est qu'on ait un taux de croissance supérieur au taux d'intérêt de la dette. Parce que si vous avez un taux d'intérêt de la dette qui est supérieur, un taux de croissance supérieur au taux d'intérêt de la dette, vous financez votre dette automatiquement, sans douleur. Mais à une condition, c'est que le stock de dette ne s'accroisse pas. Donc il faudrait, parallèlement à ça, immédiatement arrêter de laisser les dépenses publiques filer et de les augmenter. D'accord ou pas ? Je suis d'accord avec l'impossibilité que tu prévois. Là, tu seras ministre un jour, je ne sais pas quand, mais tu seras ministre. Alors, on parle un peu de l'épargne, des perspectives, là, l'assurance vie. Là, rentrons dans le cœur de ton sujet, de ton quotidien, un de tes quotidiens, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi le piano. Enfin, on ne parle pas de ça. Alors, l'épargne, il faut y aller, il ne faut pas y aller. Comment ça va se comporter, ça ? Non, il faut y aller. Il faut y aller parce que si on ne va pas là, où voulez-vous que nous allions ? Où voulez-vous que nous allions ? L'assurance vie, donc, au niveau national, un peu moins de 1900 milliards. Il y a deux jambes, deux voies dans l'assurance vie, la sécurité, la garantie du taux. L'affaire a donné un taux de 1,70% en janvier 2022. C'était un de plus que Generali, Allianz, AXA et tous les autres assureurs. Parce que nous, on n'a pas d'actionnaires à rémunérer. Donc la quasi-totalité des bénéfices est redistribuée. Donc les taux sont modestes, mais continuent d'être assez attractifs. La deuxième jambe de l'assurance vie, ce sont les unités de compte, 450 milliards. Donc 1900 moins 450, ça veut dire que la sécurité dans l'assurance vie, c'est 1900 moins 450. Et l'ère de la sécurité, je la vois plutôt derrière nous. C'est-à-dire, l'assurance vie a la chance d'avoir ces deux créneaux, ces deux possibilités, en fonction de l'âge des personnes. Eh bien, il est évident qu'un conseiller, un agent ou un courtier d'assurance, pour un épargnant qui aurait 85 ou 90 ans, on ne va pas lui conseiller de mettre son épargne tout en unité de compte avec les opportunités de marché. Quoique si cette personne de 90 ans avait mis son épargne en unité de compte au cours des 5 dernières années, elle aurait eu des performances très largement supérieures à ce que pouvait rapporter, à ce qu'a pu rapporter la rémunération des fonds généraux garantis. Donc, ça, c'est une tendance forte. La sécurité, la garantie des fonds généraux a moins rémunéré au cours des dernières années que le risque conféré par les unités de compte, c'est-à-dire des SICAV de l'assurance vie. Il y a une autre attaque, un autre risque, l'assurance vie, c'est, je dirais, la bougeotte fiscale des élus de la République, des députés. Et quand je vois les initiatives contre lesquelles il a fallu s'élever, et c'est l'affaire qui a joué un rôle déterminant pour amoindrir les ardeurs de mesdames et messieurs les députés, de droite comme de gauche d'ailleurs, de droite comme de gauche. Et nous avons remporté ces victoires. Mais si nous n'avions pas été là, j'aurais pu en craindre pour l'assurance vie, notamment les héritages. L'héritage, grâce à l'affaire, je me souviens très bien, puisque c'est
votre serviteur qui avait pu obtenir cette abrogation. C'était l'abrogation d'une funeste doctrine fiscale qui dit « si je meurs, ma femme doit rapporter à la dévolution successorale l'assurance vie ». Et j'avais été voir un président de la République de l'époque qui était très ouvert d'ailleurs aux questions d'épargne, un certain François Hollande. Et c'est vrai qu'on était à 1 an des élections, et puis il suffisait de lui rappeler qu'il y a 20 millions d'épargnants qui sont susceptibles d'être électeurs, qui sont susceptibles d'être mariés, qui sont susceptibles d'avoir rédigé une clause bénéficiaire, et qu'il serait bon qu'ils pensent un peu à cette épargne populaire. Et je me souviens très bien, vous me promettez que ça reste entre nous, François Hollande de dire à son secrétaire général, comment s'appelait-il, Boris Vallaud, le mari de Belkacem, Boris Vallaud, c'est cela, eh bien de lui dire d'abroger cette doctrine fiscale. Et donc ça a été un extraordinaire combat pour nous à l'affaire, et on a permis que les successions s'organisent de manière beaucoup plus stable et sans droit excessif. Mais c'est revenu, car les députés sont affamés. Certains députés sont affamés. Il y en a un dont je vais taire le nom, qui est pourtant de la majorité présidentielle, et heureusement que la grande majorité, un député du MoDem, qui s'était fait l'auteur d'un amendement visant à réintégrer à la dévolution successorale la valeur de rachat des contrats d'assurance vie. Et ça, c'était pas bien. Bon, tu peux citer son nom, non? Jean-Paul Mattei. Voilà, comme ça, on n'a rien entendu, c'est parfait. Mais peu importe, ça aurait pu être tout à fait un autre. Et j'ai souhaité rencontrer ce député pour savoir ce qu'il pensait, quelle était sa motivation. J'ai appris qu'il était notaire. Et ça m'a rappelé, non, je vous le dis, je me souviens, je devais avoir 10 ou 15 ans, un film extraordinaire de Jean Gabin, Le Président, bravo. Et il entre dans l'hémicycle en faisant président, c'était président du Conseil de la 4e République dans le film. Génial ce film. C'est génial, hein? Et alors, on le voit donner une leçon à tous ces députés. Toi qui es issu du Lot-et-Garonne, ton père a une entreprise de construction, blablabla, blablabla. Et donc, il faut faire absolument... Il faut s'intéresser à la motivation de tous ces gens. Ce député aurait pu ne pas appartenir à la majorité présidentielle, il aurait pu être de gauche ou de droite, mais nous, on ne fait pas de politique. Ce qui nous intéresse, c'est la politique de l'épargne. Et donc, on a voulu le mettre en contradiction avec cette proposition, et il faudrait être très, très vigilant. On attendra de voir ce qui se passe dimanche soir aux élections, parce que s'il y a d'autres initiatives qui vont dans le même sens, on sera présent pour lutter contre ces velléités qui sont pour nous des incivilités. Et en ce moment où je vous parle, on est en train de faire une proposition à Bercy de article 1 du Code des impôts. D'ailleurs, c'est très curieux. Si vous prenez le Code des impôts, ça commence à l'article 2. Il n'y a pas d'article 1. À mon avis, il y a 1500 articles de trop. Mais là, il n'y a pas d'article 1, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être une faute des éditions d'Imprimerie nationale ou autre chose. Et donc, l'affaire va faire une proposition d'article 1 du Code des impôts dans les tout prochains jours, qui dirait ceci: en cas de doute sur une interprétation fiscale, et il y a nécessairement des doutes sur l'interprétation fiscale, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'avocats et de procédures judiciaires qui engagent l'administration. En cas de doute sur une interprétation fiscale, ce qui doit prévaloir, c'est la confiance légitime du citoyen. Et ce concept de confiance légitime, il est fondamental. Le Conseil constitutionnel, il y a quelques années, je crois que c'était à propos du bouclier fiscal, avait utilisé cette notion pour retoquer une loi qui finalement n'a pas pu être promulguée. Et donc, on est vraiment dans un schéma de... Je ne dis pas de confrontation, mais plutôt de concertation et de dialogue très fort avec l'administration et avec Bercy. En cas de doute sur une interprétation,
eh bien, il faudra, dans tous les cas de figure, respecter la confiance légitime. Et qui dit confiance, par exemple, ce serait une préconisation d'un député visant à revenir sur une rétroactivité. Et ça, c'est inadmissible. C'est-à-dire, on modifierait le code de la route de l'épargne et on dirait du jour au lendemain, vous passez au rouge, vous pouvez franchir les lignes blanches et vous pouvez circuler quand il y a un stop. C'est-à-dire qu'il faut absolument convaincre tous les élus de la République, d'où qu'ils viennent, de gauche comme de droite, du centre, que l'épargne doit obéir à un code de la route de l'épargne, et c'est à cette condition qu'elle se mettra au service des entreprises, des PME, du private equity, de toutes ces choses de civilité pour une France plus prospère, et créer des richesses, bien sûr, et ne pas avoir honte de la richesse. Je vais vous répondre, il faudrait que la BCE réfléchisse un peu moins. Si j'ai une grave crise et je me sens mal et je vais aux urgences et qu'on doit m'opérer dans l'heure, est-ce que je vais demander au chirurgien de cogiter, de réfléchir, d'attendre demain, après-demain, une semaine? Je pense que la BCE prend trop de temps, elle prend trop son temps pour mettre en place des décisions qui s'applique à une réalité, car comme elle est extrêmement bien informée, surtout d'avoir la chance d'avoir une telle femme à sa tête. Qui était notre invité d'honneur il y a quelques temps ici. Mais quelle belle initiative. Elle aime bien les bonnes choses aussi. Bien entendu. Oui, et les bons vins. Tu la connais bien. Je crois que dans l'urgence, il n'y a plus à réfléchir. On la connaît, la réalité, même si on a des appréciations qui peuvent ne pas converger systématiquement. On connaît la situation. Elle a une équipe d'économistes extraordinaire à la BCE, comme au FMI d'ailleurs. Et donc la décision, on la prend, mais elle est politique, la décision. C'est extrêmement difficile pour la présidente de la BCE de faire comme son confrère président de la Fed. Elle ne pourra pas ne pas le faire. Jean-Marc. Non, mais c'est vrai qu'elle se débrouille bien et que il y avait un gouverneur de la Banque de France. Je crois que c'était un gouverneur de la Banque de France. Non, il a été aussi président de la Banque. Non, c'est un gouverneur. Il disait toujours que si vous m'avez compris en tant que gouverneur, c'est que je me suis mal expliqué. Donc, le gouverneur d'une banque centrale, il a quand même intérêt à laisser entendre qu'il faut réfléchir. Pourquoi est-ce qu'il a intérêt à ça? Parce que, contrairement au chirurgien qui fait le diagnostic, il n'opère pas. Il faut que ce soit les gouvernements qui opèrent. Et si l'on veut faire baisser la pression sur la création monétaire, eh bien, il suffira il faudrait que les gouvernements baissent un peu la pression sur leur déficit budgétaire. Parce que qu'est-ce qui accroît le besoin de masse monétaire? C'est bien les déficits budgétaires. C'est bien parce que vous avez des déficits budgétaires que vous êtes obligé de les refinancer et que vous les refinancez grâce à la Banque centrale. Et la seule façon de baisser les déficits budgétaires, on revient à la case départ, celle où j'ai départi, c'est qu'il faut baisser les dépenses publiques. Et tant qu'on n'aura pas baissé les dépenses publiques dans la plupart des pays, et c'est bien pour ça qu'il y a un problème entre la France et l'Allemagne, et que c'est un problème structurel, c'est un problème récurrent. Les Allemands réussissent à gérer à peu près bien leur budget. Nous n'arrivons pas à le faire. Nous sommes dans une copropriété et nous ne payons pas nos charges. Eh bien, on va se faire virer, si jamais ils se fâchent, de la copropriété. Guillaume. C'est vrai ? C'est vrai, c'est comme... Mais c'est trop brutalement dit. Non, alors j'ai la métaphore de l'avion. Il y a deux réacteurs, le budget, la monnaie. Et il y en a un qui tombe en panne, c'est le budget. Et je me demande jusqu'à quel point Jean-Marc pourrait ne pas avoir tort. C'est-à-dire que la présidente de la BCE se dit, tant que certains États en Europe n'ont pas la capacité de réparer le réacteur du budget, exactement, eh bien moi je ne fais rien. Car après tout, la responsabilité d'un bon vol en bon capitaine, c'est que les deux réacteurs fonctionnent.
Mais pourquoi voulez-vous responsabiliser Francfort alors que Paris, que Milan, que aujourd'hui en Espagne, Madrid, ne prennent pas les décisions budgétaires appropriées pour faciliter la tâche de la présidente de la BCE? Vous savez ce qu'on raconte au moment de la formation du gouvernement, là? La rumeur voulait que ce soit Christine Lagarde au budget. Et la rumeur a été quand même fortement insistante, d'aller chercher Christine Lagarde, ce qui aurait été une bonne idée. Après tout, elle incarne bien. Eh bien, ce qui a fait qu'on n'est pas allé chercher Christine Lagarde, c'est qu'il y a un lobby qui s'est développé en disant, écoutez, Madame Lagarde, elle est très bien à Bruxelles parce qu'elle réussit justement à faire réfléchir les gouvernements et à attendre. Qu'est-ce qui se passe là, du côté de Trouville avec une exposition géniale qui se déroule là? Raconte-nous un peu ce qui se passe là-bas. Nous avons un ami commun qui, oui, parce que je pense que vous le connaissez tous, c'est Hervé Novelli, qui est président de la Fondation Courbet. Parce que la vie de ministre me conduit dans des... Il est aussi président du Conseil supérieur de l'œnotourisme. Oui, voilà, absolument. C'est bien le Courbet, tourisme, mais c'est bien le tourisme. Il a une maison natale de Courbet dans le Jura que personne ne visite. Il a découvert dans cette maison natale une collection de tableaux absolument extraordinaires que personne ne connaît. C'est un trésor. Il cherchait un endroit pour pouvoir la montrer. Eh bien, comme Courbet, et on était en train d'en parler sur la plage de Trouville, et il y a le banc sur lequel s'assoyait Courbet quand il était là, pour peindre les portraits de ses belles maîtresses dont les maris étaient riches et qui c'était plutôt à Deauville de l'autre côté, faisait faire le portrait, et il gagnait son argent comme ça ici. Eh bien, on a dit, mais pourquoi ne pas transporter la collection à Trouville? La conclusion, c'est qu'il faut espérer, il faut l'espérance. Et Jean-Marc, au fond, a raison. On a des motifs sérieux d'inquiétude. La situation géopolitique est troublée. De nouveaux blocs apparaissent, s'affrontent. Le conflit, la guerre, n'a pas dit son dernier mot. Il faut être confiant parce que l'espérance, c'est un défi, une obligation quand on veut vivre. Je ne veux pas rajouter autre chose. J'ai toujours été confiant quand on regarde les mouvements sinusoïdaux dans le monde économique au cours des siècles. C'est terrible de voir comment notre système a eu la capacité de surmonter les pires crises économiques et financières. C'est-à-dire, on a ressuscité des guerres, des conflits, des épidémies, des révolutions, des destructions par, je dirais, notre espérance. C'est-à-dire, on a conjugué nos efforts et je suis sûr qu'on trouvera les moyens et les solutions pour tous ces conflits qui nous envahissent aujourd'hui et la guerre qui s'est déclarée en février. Et c'est pour ça que je reste confiant, parce que c'est la confiance qui va nous donner les moyens d'espérer et de trouver les solutions. Et sur une longue période, je peux vous le dire, je préfère vivre en 2022 que vivre dans les siècles passés.